Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Dimanche en politique. Gros plan aujourd'hui sur la ruralité. Le mouvement des Gilets jaunes fait parler de nos campagnes et la semaine dernière, le congrès des maires s'est achevé à Paris. On y a vu et entendu la grogne des élus de terrain. D'ailleurs, à cette occasion, un chiffre a été publié. En 2020, un maire sur deux ne se représentera pas. Ce sondage a été réalisé par le Cevipof, l'Institut de Sciences Po Paris, avec l'AMF, l'Association des maires de France. Alors justement, pour parler de ce malaise chez les maires, deux maires ruraux sur le plateau. Tout d'abord, Christelle Clément, elle est maire de Gy en Haute-Saône. Elle est également vice-présidente de l'Association des maires ruraux de ce département. Et puis face à elle, Grégoire Durand, il est maire de Dampierre dans le Jura. Et il est également secrétaire général de l'Association des maires du Jura. N'oubliez pas que grâce à Twitter, vous pouvez commenter, réagir cette émission avec le hashtag DimpolFC comme Dimanche en politique Franche-Comté. Alors je me tourne tout d'abord vers la dame de cette assistance. Christelle Clément, vous êtes maire de Gy, 1100 habitants, vous êtes maire depuis 2008. Est-ce que vous avez le blues ? Non, je n'ai pas le blues. La fonction est parfois difficile, on peut ressentir une certaine lassitude, mais de toute façon, je ne dirais que globalement, non, je n'ai pas le blues. Il y a tellement de belles choses à faire quand on est élu que non. Vous vous représentez dans 18 mois ? Je ne sais pas encore. Alors Grégoire Durand, vous êtes maire depuis 2009, vous avez succédé au maire élu qui est décédé en cours de mandat. Dampierre, c'est 1200 habitants. Alors vous, est-ce que vous représentez ? Non. Alors, vous avez le blues ? J'ai pas le blues, mais voilà. Vous cassez le titre de l'émission, mais... Je casse peut-être pas le titre de l'émission, mais en tout cas, je suis élu depuis 2001 et aujourd'hui, je n'ai pas l'intention de me représenter en 2020. Je pense que j'ai fait déjà pas mal de choses sur la commune et donc je souhaite passer le relais à d'autres personnes, sans avoir totalement le blues. Alors, vous étiez au congrès des maires à Paris la semaine dernière, comme tous les ans. Hein, vous êtes un fan. Je suis un fan, je suis un habitué depuis 2010, depuis que j'ai pris mes fonctions. J'ai pris l'habitude de me rendre au congrès pour diverses raisons. Et j'y vais. Vous disiez que c'était un peu une thérapie de groupe quand même. Hein. Alors, c'est un peu une thérapie de groupe. Ça permet aussi un petit peu de souffler, un moment de récréation. Et puis, ça permet aussi de côtoyer divers maires de toute la France avec qui on peut partager un certain nombre d'expériences. Et donc, c'est très intéressant pour moi. Alors, non seulement vous étiez au congrès, mais vous étiez également parmi les 22 Happy Few, VIP, enfin very important personnes, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Donc les 2000 reçus par Emmanuel Macron à l'Élysée. Oui. Il vous a convaincu, séduit, emballé ? Pas convaincu, ni séduit, ni emballé. C'est vrai que j'ai répondu à son invitation. L'année dernière, j'avais été invité, je n'avais pas pu m'y rendre parce que l'invitation avait été très tardive, ce qui était aussi le cas cette année. Dans un esprit républicain, quand le président nous invite, on se rend à l'Élysée. Je n'ai pas boudé l'invitation et je l'ai écouté, je dirais, de façon très républicaine, mais sans conviction particulière. Alors, le mandat de maire et même celui d'adjoint devient de plus en plus difficile à exercer. Pourquoi ? Quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés les élus des petites communes ? Direction Villafan, où le maire, Gérard Quétet, sait déjà qu'il va jeter l'éponge. Reportage Emmanuel Rivalin et David Martin. Au cœur de la vallée de la Loue, Vuillafan, 700 habitants, une image de tranquillité presque parfaite, mais en prêtant bien l'oreille, un autre son se détache, le blues de l'équipe municipale. Aujourd'hui, je vais quitter la fonction avec soulagement. C'est toute la différence entre le début du mandat et la fin du mandat. Chacun, autour de cette table, les 14 conseillers, se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait en 2020. À quoi on sert ? Des chaises vides, bientôt dans les mairies, certains y pensent. Le motif de leur colère, l'intercommunalité, un changement d'échelle radical pour ces élus. On n'arrivait déjà pas à faire avec une communauté de communes à, je ne sais plus combien on était, 26, 27. Et maintenant on est 78, 79. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? C'est pas possible, on aurait pu mettre chez nous. Pour comprendre les enjeux de l'intercommunalité, ces élus nous emmènent à la station de pompage, le trésor de la commune. La gestion de l'eau va bientôt leur échapper. Pourtant, cette proximité a largement fait ses preuves. Ce qu'on craint essentiellement, c'est la réactivité. Bernard suit au jour le jour l'eau distribuée, les fuites cette année. Avec la sécheresse, on a dû réparer combien, Bernard ? Quinzaine de fuites. Quinzaine de fuites. Le bureau de poste était promis à la fermeture.
Le guichet est désormais hébergé par la mairie. Autant d'actions menées avec des moyens financiers de moins en moins certains. Le bonheur de la DGF, la dotation générale de fonctionnement, est un bonheur très limité et en régression. On est passé de 160 000 à 130 000 euros entre 2014 et 2018. C'est énorme. C'est énorme parce qu'on ne peut pas la compenser par les taxes d'habitation qui vont disparaître. Pour toutes ces raisons, aujourd'hui en France, la moitié des maires envisagent d'abandonner leurs fonctions à la fin de leur mandat. Christelle Clément, est-ce que vous vous retrouvez dans ce reportage ? C'est les transferts de compétences à l'intercommunalité est effectivement une des raisons principales pour lesquelles les maires ne se représentent pas en 2020. Vous vous retrouvez également ? Oui, c'est assez représentatif de ce que ressentent un certain nombre d'élus locaux, et notamment l'usure des mandats avec la complexité qui s'accroît de jour en jour. Alors, je vous parlais d'un sondage tout à l'heure, le motif pour lequel les maires ne se représentent pas dans 18 mois. Alors, plusieurs réponses étaient possibles. C'est tout d'abord pour se consacrer à leur vie personnelle et familiale. Après, c'est qu'ils considèrent, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure, que le devoir civique est rempli, il faut passer la main à d'autres. Après, c'est l'exigence des administrés. Et puis ensuite, c'est parce qu'il y a moins de moyens financiers. Vie personnelle et familiale, vous, c'est important ? Oui, c'est important. Je l'ai dit tout à l'heure, depuis 2001, être élu, c'est un sacrifice. Et c'est vrai qu'on met de côté la vie familiale et on est un petit peu égoïste dans l'exercice. Donc il y en a une qui est contente quand vous annoncez officiellement que vous ne vous représentez pas. Il y en a une qui est très très contente et qui compte les mois, pour pas dire. Elle compte les mois, carrément, votre épouse ? Oui, je crois qu'elle a envie que ces mandats s'arrêtent pour qu'on retrouve un peu de sérénité. Alors, quand on a présenté cette émission ensemble, vous m'avez dit quand même que ce qui était super dur, c'est le troisième motif, c'est l'exigence des administrés. Alors, qu'est-ce qui a changé dans la relation entre le maire et ses administrés dans les communes rurales ? Je crois que ce qui a beaucoup changé, en fait, c'est le fait que le maire, c'est le premier interlocuteur que l'administré a finalement en face de lui quasiment au quotidien. Nous, dans nos petites communes, de toute façon, on est forcément toujours au contact des habitants. Donc, quand quelque chose ne va pas, c'est la première personne à qui l'administré va en parler. Ce qui fait que, il y a une accumulation, effectivement, de plaintes ou d'exigences plus ou moins justifiées parfois, mais en tout cas qui s'accumulent, je trouve, sur le maire. Alors il y a un sociologue qui disait qu'il n'y a plus une relation de citoyen-contribuable, donc d'un côté, il y a une relation maintenant de contribuable à fournisseur de services. Est-ce que vous trouvez que cette expression est juste ? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'exigences. On considère souvent qu'on a beaucoup de droits. Par contre, la question de quel devoir on a envers le collectif, voilà, indépendamment de la question de la collectivité, est souvent un peu plus lointain perçu. Oui, c'est vrai que nos citoyens sont exigeants et puis la société a évolué, donc ils ont les moyens d'être exigeants, ils peuvent se confronter à ce qu'ils voient autour d'eux dans les zones urbaines et puis ils demandent souvent les mêmes services, vous parliez de services, donc c'est vrai qu'ils sont demandeurs de ces services, y compris en ruralité. Et un peu comme en ville, ils veulent la même chose qu'en ville ou presque. Oui, alors peut-être pas tout à fait, mais ils veulent les mêmes services parce qu'ils ont quasiment pour la plupart le même style de vie qu'en ville, ils veulent l'Internet, ils veulent des crèches, ils veulent des services et c'est vrai que c'est difficile de leur faire comprendre qu'en campagne, on ne peut pas immédiatement leur répondre à toutes leurs exigences. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Et puis, je suis d'accord avec ma collègue, c'est que le maire étant le premier interlocuteur élu, on cristallise un peu toutes les frustrations, que ça soit de notre compétence ou pas de notre compétence. On a parfois des reproches et on commence par leur dire, mais vous savez, ça, ce n'est pas de notre rôle, ce n'est pas de notre compétence. Il faudrait aller voir quelqu'un d'autre. Alors, ils le comprennent parfois, mais en tout cas, nous, on est vraiment le réceptacle de ces exigences et c'est parfois un petit peu compliqué. Alors, se battre pour des services, vous l'avez fait en tant que maire. Vous êtes descendu dans la rue pour sauver votre trésorerie en juin dernier. Alors, vous n'aviez pas un gilet jaune, mais vous aviez une écharpe tricolore. Déjà, ça a marché ? Ça a marché et c'est la deuxième fois. C'est-à-dire que c'est la deuxième fois, effectivement, qu'on mobilisait la population et les élus. Parce que là, les administrés ont suivi. Les administrés ont suivi à la fois par des pétitions ou par le fait d'être présents sur un rassemblement qu'on avait organisé. Et c'était la deuxième fois. Et pour la deuxième fois, on a eu une réponse de l'administration nous informant du maintien de notre trésorerie.
Alors, le président national de l'association des maires ruraux de France, qui s'appelle Vadik Berberian, avait dit, il craignait, lui, que le jour du congrès des maires à Paris, il y ait certains maires qui arrivent avec des gilets jaunes. Vous avez été sur le point de mettre des gilets jaunes ou pas? Alors, pas forcément de mettre le gilet jaune, parce que je pense qu'on peut exprimer aussi la défense de la ruralité ou du territoire rural d'une autre manière qu'avec le gilet jaune. J'allais dire notre combat au quotidien. Je pense qu'effectivement, sans avoir de gilet jaune, on essaie aussi de faire en sorte que cette ruralité, elle existe de la même manière qu'on peut avoir en ville. Donc, il n'y a pas forcément besoin de le revêtir, ce gilet jaune. Mais malgré tout, les gilets jaunes, vous en avez eu dans votre secteur, Agi? Oui, on a eu une action donc le 17 novembre, sur la première action organisée. On a eu une action qui a mobilisé beaucoup et qui s'est faite, je trouve, de manière très calme et sereine pour effectivement marquer les difficultés qu'on a dans les territoires ruraux. Vous aussi, vous avez eu des gilets jaunes, parce que vous êtes sur une ancienne nationale. Oui, tout à fait, une ancienne nationale. À côté du rond-point d'autoroute. Oui, le rond-point à Ranchot, juste la commune qui est juste après Dampierre. Il y a eu un mouvement le 17 novembre qui s'est perpétué et qui continue encore un petit peu. Et puis il y en a un peu plus loin dans le Jura, à Rochefort, où là aussi il y a eu des actions qui ont été menées, parce que je crois que les citoyens en ont un petit peu marre de cette... Et les citoyens de la périphérie et des campagnes. Oui, on va les entendre justement, parce que donc, depuis plus de 2 semaines, les gilets jaunes se font entendre dans toute la France. En Franche-Comté aussi, ils sont très actifs. Voici ce qu'ils disent, propos recueillis aux 4 coins de la région. Moi, je suis pré-retraité, j'ai du mal à finir la fin de mois. C'est le ras-bol général. Là, ça va rester... Je pense au cours de la semaine prochaine, même s'il faut, on restera là, on sera toujours là, demain on sera là encore. On criera toujours au secours parce qu'on en a ras-le-bol. Fait pour nos enfants, nos petits-enfants, et puis que la vie soit un petit peu meilleure. Parce que toujours payé, travail. Moi j'ai travaillé toute ma vie, je suis en retraite. Et donc, on me pique encore sur ma retraite. Je suis régleur sur presse à commande numérique et je travaille de nuit pour 1 300 € de salaire. Voilà, et les taxes qu'on a nous rongent la vie, quoi. On se bat aussi bien pour avoir une vie un peu meilleure, quoi. Moi et ma femme, on est 2 vaches à lait. Et tous les gens qui sont là sont des vaches à lait. Donc il y a un moment donné qu'ils pensent à nous un petit peu. On ne demande pas grand-chose, on demande de vivre décemment, d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir vivre, pour pouvoir s'en sortir. C'est tout. Il n'y a pas de politique, c'est citoyen. Il n'y a pas, vous voyez, il n'y a pas marqué CGT, il n'y a pas marqué parti de droite, parti de gauche, il n'y a rien. On est tous solidaires. C'est pour nous, pour nos enfants. Voilà, il y en a mort, il y en a ras-le-bol. Là, c'est le peuple qui se lève. Il faut vraiment que M. Macron fasse quelque chose. Là, on ne peut plus vivre, on est pris à la gorge. Il faut qu'on rachète des voitures, mais avec quoi? C'est trop, on n'en peut plus. On est surtaxé. C'est ça, Macron d'émission, on est surtaxé, il faut arrêter. Les gens, ils galèrent, tout ça, pour pouvoir faire la fin du mois. Hein? Qui vivent avec notre salaire, il verra bien. Hein, avec 1 200 €, on va pas loin. Je n'irai pas à Paris parce que mon combat, il est ici pour le milieu rural, pour tous les problèmes qu'il y a sur notre petit territoire. On est déterminés, on lâchera pas. Macron devra lâcher. Ouais. Voilà. Ouais. Et il y a du monde derrière. Est-ce qu'il y a du monde ici ? On dit donc que cette France qui porte les gilets jaunes aujourd'hui, c'est la France de la ruralité, de la périphérie, des zones de pavillon. Est-ce que c'est donc des administrés à vous ? Ah oui, on reconnaît dans les témoignages qui ont été dans ce reportage des administrés de nos territoires qui effectivement ont un certain nombre de pressions, ont des dépenses auxquelles ils ont du mal à faire face. Parce que Dampierre, c'est 25 km de Dole et 25 km de Besançon. Juste au milieu, et 80% des habitants de Dampierre travaillent sur Besançon, donc ont des frais de transport. Et aujourd'hui, effectivement, c'est des frais qui s'ajoutent à l'augmentation des impôts pour certains, à l'augmentation. Donc vous comprenez tout à fait, vous pourriez presque les rejoindre avec un gilet jaune. Je pourrais les rejoindre tout à fait. Bon, après, c'est un mouvement qui s'est dit apolitique et donc pour des raisons, pour les laisser s'exprimer de façon totalement apolitique et qu'on ne nous accuse pas de récupérer effectivement pour X raisons. Mais effectivement, on comprend tout à fait. Et par rapport à ce que disait ma collègue tout à l'heure, je crois que les petites communes rurales qui sont aussi confrontées à de plus en plus de pression, d'exigences et de moins en moins de dotations, un petit peu comme ces administrés, en fait, on est presque les gilets jaunes des collectivités territoriales. On a du mal à un moment donné à joindre les deux bouts.
Oui, vous pensez aussi que... Exactement. Comment on fait pour que la ruralité vive si on n'a pas ces moyens de transport qui aujourd'hui sont le fond du problème. Les services de transport publics ou communs, dont on nous parle en nous disant il faut utiliser les services de transport en commun. Alors, au mieux, ils existent en étant inadaptés. Au pire, ils n'existent pas du tout. Le transport en commun, il y a des arrêts dans les gares qui sont supprimés. Donc, comment, au niveau de la ruralité, on peut aujourd'hui dire à la population utiliser les transports en commun? Alors, le grand mot, c'est l'intercommunalité. On vous a dit, regroupez-vous pour mettre ensemble vos moyens, pour être plus efficace. Par exemple, donc on va voir un chiffre. En intercommunalité, 80% des maires de France jugent que l'intercommunalité a une influence sur sa commune et 75%, c'est-à-dire 3/4, jugent que cette influence est négative. On l'a vu dans le reportage tout à l'heure. Donc, il y a un des adjoints de Viafan qui disait « on n'est plus maître chez nous ». Je vous ai vu... opiner du chef et sourire, parce que c'est ce que vous pensez. Oui, parce que c'est en fait, alors ce que je pense, ou en tout cas ce que pensent la plupart des élus, encore une fois, des petites communes rurales, c'est le fait de se sentir dépossédé de la vie au quotidien. Parce que, comme le disait effectivement mon collègue tout à l'heure, l'administré, c'est le maire qui va voir, quel que soit en fait finalement ça va être le député qui fait les lois, alors, on est d'accord. Bon, alors le député, mais même le président de la communauté de communes, enfin c'est en général quelqu'un qui n'est pas forcément... identifiés sur le territoire, et donc on va voir le maire. Alors, et encore, vous avez des intercos qui sont, j'allais dire, à taille humaine, puisque les Mondji, c'est 25 communes, 6300 habitants, et vous, Jura Nord, c'est 28 communes et 15 000 habitants. C'est encore des tailles humaines. Oui, des tailles humaines, et selon les intercommunalités ou selon la gouvernance dans les intercommunalités, la perception de l'intercommunalité par l'élu, en fait, par le maire souvent, elle n'est pas la même. C'est-à-dire que quand le maire se sent encore impliqué dans les décisions de l'intercommunalité, il a une perception de l'intercommunalité qui est peut-être un peu moins négative. Je ne vais pas dire qu'elle... Alors certains ont quand même une perception positive, mais après ce qui est notamment défendu par l'Association des maires ruraux au niveau national, c'est la question de l'intercommunalité choisie, c'est-à-dire qu'en finir une bonne fois pour toutes avec le transfert de compétences automatique. Alors c'est vrai que c'est des termes peut-être plutôt... Par exemple, là, on a vu sur Viafan, c'est l'eau et l'assainissement. On ne vous a pas demandé votre avis. Non, c'est-à-dire... C'est ça aussi que... On avait surtout des dates butoirs pour le faire et qui étaient parfois très très rapides. Et effectivement, là, on est non plus sur une intercommunalité choisie avec des compétences choisies qu'on construit petit à petit. On est sur quelque chose qui nous force un petit peu la main et c'est compliqué. Plus une taille d'intercommunalité qui a été basée simplement sur un chiffre de population. Et on a vu des intercommunautés se créer avec des territoires qui n'étaient pas forcément, qui n'avaient pas l'habitude de fonctionner ensemble. Donc c'est là où on a commencé. C'est pas forcément cohérent, hein, c'est ça ? Pas cohérent. On parlait de bassin de vie. Et je pense qu'il y a plein d'exemples où le bassin de vie n'est finalement pas si bien respecté que ça. Alors vous parlez donc de perte d'autonomie par rapport à l'intercommunalité, et autre perte d'autonomie aussi, c'est la taxe d'habitation, puisque elle va être, donc là elle est diminuée pour certains de vos administrés, elle va être supprimée dans 3 ans. Concrètement, chez vous à Dampierre, ça a donné quoi ? Alors, ça va être la première année. Donc, déjà, nous, sur Dampierre, on n'a plus les moyens d'avoir ce levier de recettes, d'augmenter la taxe d'habitation ou de ne pas l'augmenter. Parce que les élus, ils aiment bien avoir ça quand même, pour savoir sur quoi ils peuvent compter, quoi. Bien sûr, ça nous donne surtout des perspectives. Et si on investit un peu plus, on sait qu'on va pouvoir avoir un levier. Et surtout, ça nous donne un lien direct avec la population parce qu'on sait leur rendre des comptes. On leur dit, on investit, on va sans doute augmenter les impôts, ou on décide de ne pas augmenter les impôts et donc, du coup, de baisser un petit peu la voilure. Ça, c'était un lien direct avec les habitants. On ne l'aura plus. Ça sera simplement quelque chose qui nous sera compensé et qui est totalement figé pour les 3 années à venir. D'ailleurs, on va voir encore une infographie. Quand il y a moins d'argent, 46% des maires reportent leur investissement plutôt que de réduire les services, augmenter l'impôt ou encore l'endettement. Vous aussi, vous voyez la suppression de la taxe d'habitation avec un peu d'inquiétude ? Oui, avec beaucoup d'inquiétude, parce que pour moi, la première inquiétude, c'est la perte d'autonomie, comme mon collègue vient de le dire, la perte d'autonomie de la collectivité. On est dans une fonction où, effectivement, on a à rendre des comptes à notre population, mais on peut facilement rendre des comptes quand on sait expliquer, sur la base de l'impôt et notamment de la taxe d'habitation, quels investissements ou quels services on met en face. Quand on nous dit on va compenser, c'est vrai qu'aujourd'hui, inquiétude, c'est peut-être pas le terme, parce qu'on nous a dit, moi je dirais plutôt que j'attends de voir. Oui. C'est-à-dire qu'on nous a dit qu'on allait compenser à l'euro près. Mais alors, quid des évolutions à la hausse? Alors ça veut dire, à l'euro près, j'explique, ça veut dire que
l'État va compenser exactement la même somme. Mais à un instant T, sans tenir compte ni de l'inflation, ni de plein de... Exactement. Et on n'a plus ce levier qui aujourd'hui était à la main de la collectivité qui décidait d'augmenter, mais aussi qui pouvait décider de diminuer. C'était plus rare. Hein. Ça arrivait notamment par rapport à l'intercommunalité, où quand il y avait un choix qui était fait à l'intercommunalité sur l'imposition, des collectivités, donc des communes, jouaient le jeu de baisser en contrepartie l'augmentation qu'il pouvait y avoir sur l'intercommunalité. Donc ça veut dire que ce levier-là, il n'existe plus du tout. Et qu'on a quelque part, moi j'ai l'impression, on est quelque part mis sous tutelle, quoi. C'est-à-dire qu'on nous dit, on va vous donner de l'argent, vous essayez de faire fonctionner au mieux. Alors on reçoit des courriers très rassurants de la part du président de la République sur le grand rôle du maire dans une commune, mais quels sont les actes derrière pour effectivement montrer ce qui est écrit ? Donc, on entendait tout à l'heure dans le reportage un élu qui disait on se demande à quoi on sert. C'est ça, votre sentiment ? Oui, effectivement, on se pose la question de la gouvernance. Et encore une fois, l'intercommunalité, le transfert de compétences, il peut être légitime. Une compétence, elle peut avoir sa pertinence en changeant de taille, effectivement. Mais malgré tout, le lien politique qu'on a avec l'usager, la gouvernance et la proximité qu'on a à l'usager, on le perd dans ces intercommunalités qui, des fois, sont un petit peu difformes. Et vous vous sentez abandonné par l'État ? Oui, on se sent surtout mis sous tutelle avec un discours un peu moralisateur où on doit participer à l'effort de désendettement. Surtout, faut pas dépenser trop. Il ne faut pas dépenser trop, alors qu'on est... c'est le débat qu'on entend souvent. Les communes, on équilibre nos budgets, on peut avoir de l'endettement, du surendettement. Mais là, on a un État qui nous met des règles très drastiques et qui ne nous considère pas forcément comme des collectivités autonomes. On veut garder cette autonomie des collectivités. Est-ce que vous pensez que vos administrés comprennent donc que vous êtes un peu coincé entre l'enclume et le marteau? Certains le comprennent. Bon, après, ça, c'est notre rôle d'élu aussi. Parce qu'en plus de tout, vous devez faire de la pédagogie. Oui, mais moi, je pense que ça fait partie du rôle de maire. Parce que, effectivement, si on veut recréer de la citoyenneté, c'est à nous aussi qui sommes les premiers élus, ceux les plus, je veux dire, accessibles, de réexpliquer les enjeux d'une collectivité, de respecter nos compétences, ce qu'on peut faire ou pas faire. Les administrés le comprennent. Hein, c'est pas des personnes qui sont... Aussi, du côté de J, ils comprennent aussi. Oui, mais je crois qu'on a un rôle important de pédagogie. Enfin, s'il y a un taux de participation sur les élections municipales... Et si le maire est toujours l'élu préféré des Français, voilà. C'est bien parce qu'il y a quand même un lien. Ça vous met du baume au cœur. C'est parce qu'il y a un lien fort avec les administrés. Donc effectivement, ça fait partie de notre fonction aussi que d'expliquer, la manière dont ça se passe pour les collectivités. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire un statut de l'élu? Parce que je précise que tous les deux, vous travaillez, j'allais dire, pour de vrai. Hein, c'est-à-dire que vous avez tous les deux un travail. Oui. Vous mettez un peu en disponibilité chaque semaine pour assumer votre mandat de maire. Pas en retraite encore. Vous n'êtes pas en retraite. Mais c'est une idée fausse. Il n'y a pas tant de retraités que ça. Moi, j'ai vu Alors, monsieur, vous travaillez comme agent territorial au département du Doubs. Et vous, madame, vous êtes enseignante donc dans un lycée agricole, enfin au CFPPA de Château-Farine à Besançon. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que un statut de l'élu, quelque chose de bien clair? Mais quelque chose de bien clair qui nous garantisse nos droits à la retraite, qui nous garantisse d'avoir du temps qui compte de la même manière que le temps travaillé. C'est pas le statut de l'élu. Souvent, à tort, c'est perçu comme, les élus réclament encore de l'argent. En tout cas, vous êtes payés l'un et l'autre. Hein. On est indemnisés. Vous êtes indemnisés. Pardon, excusez-moi pour le vocabulaire. Donc vous touchez à peu près 1 600 € mairie plus Interco, et vous touchez 2 000 € parce que l'Interco est un peu plus grande. L'Interco un peu plus grande, oui, tout à fait. Il y en a qui font ça pour l'argent. Moi, j'y crois pas. Ceux qui font ça pour l'argent sont vite déçus, ou alors à mon avis, ils sont vite identifiés, parce que si on le fait pas par conviction et puis par envie de donner aux autres, c'est pas là. Voilà. Après, c'est pas négligeable. Nos indemnités sont quelque chose de significatif, mais si on le fait pour ça, à mon avis, ça marche pas longtemps. Alors. Donc l'argent, on a parlé tout à l'heure, ça vous mettait du baume au cœur, vous êtes toujours l'élu préféré des Français, donc il y a des indemnisations. Le maire. Après, je ne sais pas si on est l'élu préféré dans nos communes respectives, mais en tout cas, la fonction le maire c'est celui qui est le plus identifié. Autre signe de reconnaissance, c'est les indemnités. Et puis il y a peut-être aussi des joies quand même dans ce boulot.
Ah ben heureusement qu'il y en a. Il y en a quand on célèbre des mariages. Enfin, je trouve que ça veut dire quand on a des naissances sur nos territoires. Ou des naissances sur nos territoires ou un baptême républicain. Donc ça fait partie. On est quand même dans des moments très intimes de la vie de nos administrés qui sont quand même des moments de joie. Il y a aussi pour moi les joies de voir un certain nombre de projets arriver au bout et donc être réalisés et bénéficier aux administrés. Je trouve que ça c'est vraiment quelque chose. Vous voyez concrètement le boulot que vous avez fait. Oui, je crois que c'est ce qui nous motive. Au contraire d'autres élus. On parlait des députés tout à l'heure. Les députés, c'est vrai qu'ils ont un rôle législatif et les lois, elles sont souvent, alors bonnes ou mauvaises, elles ne sont pas forcément comprises par les administrés. Puis c'est très dur de les expliquer. Par contre, réaliser des projets sur nos communes, personnellement, moi, c'est ce qui m'a motivé, parce que c'est aussi le cœur de mon métier, mais on a envie d'améliorer l'environnement de nos concitoyens, parce qu'on est aussi nous-mêmes habitants sur nos communes, et on a envie d'offrir des meilleurs services, une école, une belle place, des belles rues, de la sécurité, etc. Ça, c'est ce qui nous motive essentiellement. Et quand on nous empêche de le faire, pour revenir sur ce que l'État est un peu de façon moralisateur, dit attention, vous dépensez trop, ça nous frustre un peu parce qu'on a l'impression d'avoir les coups des franches, et ça, c'est un peu embêtant. Il reste 1 minute. Je voulais juste qu'on termine. Vous avez la parole l'un et l'autre. Des conseils pour ceux qui seraient tentés par le job. Vous leur dites quoi à des gens qui se présenteraient? Christelle Clément, tout d'abord. Alors, des conseils. Alors, j'aurais peut-être pas forcément la prétention de donner des conseils. En tout cas, je dirais qu'il faut continuer d'y croire. On a quand même une belle ruralité et qu'on a encore la possibilité de faire des choses. Oui, tout à fait, on a encore la possibilité de faire des choses. Moi, je dirais, allez-y, impliquez-vous dans la vie citoyenne, dans la vie locale. C'est là où vous allez pouvoir vous épanouir, c'est là où vous allez pouvoir participer à des projets communs pour la collectivité, et vous allez vous sentir citoyen. Et c'est, malgré tout, malgré les petits tracas, c'est très, très épanouissant. On n'est pas obligé d'être maire, on peut être adjoint ou simple conseiller municipal. On peut travailler dans les commissions, il n'y a pas de souci. On a besoin de soutien et d'aide, il faut venir, il n'y a pas de souci. Voilà, merci madame, merci monsieur, merci de votre attention et puis bon dimanche après-midi à tous. Au revoir.